Alors, bon matin tout le monde. En ce 10 janvier de l'année 2026, Mathieu Martel avec vous pour vous entretenir de philosophie. Et nous allons aborder le thème des intentions et des résolutions pour la nouvelle année. Et comment vous dire, je vais vous présenter le tout à travers 10 principes philosophiques que je vais commenter. Et vous n'avez pas besoin de les noter parce que ces principes-là vous seront présentés par la suite, peut-être à travers un petit document que j'enverrai à Jean, voilà, ou en réécoute. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Mathieu Martel de Montréal, donc professeur de philosophie au collégial depuis bientôt 17 ans à temps complet. Et par la suite, j'ai bien sûr aussi donné des conférences. Je donne des conférences depuis 2005. Et j'ai publié jusqu'à ce jour 7 livres. Et on a un petit aperçu ici de mon dernier, Le Maître sans maître, qui sortira le 22-23 janvier prochain. Vous aurez une invitation à travers cette vidéo en après-midi ou demain durant la journée. Merci à tous et à toutes de vous être inscrits à ce 26e webinaire philosophique. Si vous avez manqué les 25 premiers, je vous invite à aller sur voxpopuli.tv, sur YouTube ou sur mon site mathieumartel.com dans la section vidéo. Je vous inviterai, justement, il y a des personnes qui n'ont pas fermé leur caméra, pas leur caméra, mais leur micro. Je vous inviterai à fermer votre micro pour le début. Il y aura une petite période de questions à la fin. Et bien sûr, je fonctionne avec une approche intuitive et inspirée, mais aujourd'hui, j'ai un plan et j'ai un objectif, c'est-à-dire de vous présenter 10 propositions philosophiques pour être capable de vivre, de mieux vivre dans ce monde euh, de turbulences, d'incertitudes et de bouleversements. Et on va passer à travers 10 propositions philosophiques qui s'inscrivent dans la tradition de la philosophie occidentale, dis-je, pour cette fois-ci. Je vais les présenter, les nommer et bien sûr les commenter aussi. J'espère que ces 10 principes-là, ces 10 propositions, pour être plus simple, pourront vous inspirer pour le début de la nouvelle année. Mais avant toute chose, je vais faire un petit préambule concernant deux concepts, souvent qui peuvent nous accompagner pour le début de la nouvelle année, pour chaque début de nouvelle année, qui est le concept des intentions, concernant nos intentions et nos résolutions. Il y a quand même une différence entre avoir l'intention de et se résoudre à quelque chose. Et je vous invite à aller visionner sur ma chaîne YouTube. J'ai fait vraiment un petit Facebook Live à ce sujet pour discerner c'est quoi la différence entre une intention et une résolution. Je vais tenter de brièvement vous présenter la différence, à partir d'un exemple. Si j'ai l'intention de mieux manger, de mieux m'alimenter, de m'alimenter de manière équilibrée ou de m'entraîner de manière assidue pour durant l'année suivante, j'ai une idée, hein, et je veux que ma volonté puisse bien sûr accompagner cette idée dans une perspective de réalisation. Avoir une intention, c'est une chose, mais être résolu à quelque chose, hein, ça demande peut-être plus d'implication, d'engagement et de pratique sur une perspective davantage à long terme. Fait qu'on va essayer de garder ça en notre esprit, qu'il y a une différence entre j'ai l'intention de mieux manger, de mieux m'alimenter et de m'entraîner davantage versus je me résous à m'entraîner davantage et à mieux m'alimenter, mais sous le mode d'une pratique constante, sous le mode de l'assiduité et cela à travers toute l'année durant. Mais pour arriver à cela, j'ai décidé de vous amener un petit préambule, de vous présenter 10 propositions philosophiques que vous allez découvrir. Et on va commencer avec une première proposition philosophique qui est la suivante, qui vient de Platon. Platon, Karl Popper disait que toute l'histoire de la philosophie,
C'est une note en bas de page, hein, concernant l'œuvre de Platon. Et on va commencer avec un premier principe, une première citation qui touche le concept d'étonnement. Parce que à la fois pour Aristote, pour Platon et plusieurs philosophes grecs anciens, l'étonnement, c'est le moteur de la philosophie. Karl Jaspers, dans Introduction à la philosophie, euh, où il parle des origines de la philosophie, met l'étonnement comme première cause de la philosophie. Je vais y aller avec comme suit. Euh, c'est la vraie marque d'un philosophe que le sentiment d'étonnement. Alors, en grec, l'étonnement, c'est tomazein, s'étonner. Puis en plus, tomazein, ça réfère étymologiquement à être frappé par la foudre, frappé par un éclair. Bon, certains pourront associer ça à l'éclair de génie lorsque l'on fait une découverte et qu'on s'écrit Eureka, par exemple. Mais s'étonner, hein, face à un phénomène, c'est quelque chose d'affectif. Hein? C'est, admettons que vous voyez, vous percevez, bon, une situation quelconque, OK? Mettons, entre vos deux amis, bon, ils se chicanent, ils sont dans un conflit. Vous pouvez vous étonner du comportement colérique de votre meilleur ami qui est pris dans cette situation. Vous ne le connaissez pas, vous ne le connaissiez pas comme étant colérique, et là, vous vous rendez compte qu'il est dans une colère et qu'il est aveuglé par certains sentiments et qu'il se fâche. Ne l'aviez jamais vu ainsi. Donc, vous vous étonnez d'un comportement qu'il adopte, qui n'était pas commun, que vous ne connaissiez pas de lui-même. Et là, vous pouvez commencer à vous poser des questions. L'étonnement nous met dans un état, c'est lié à un état affectif, mais qui est accompagné d'une forme de disposition où nous commençons à nous poser des questions. Comment se fait-il que je ne connaissais pas mon ami sous l'angle de la colère? Hein? Pourquoi est-il en train de se fâcher alors que le conflit qu'il a avec sa compagne semble être basé sur un malentendu? Hein? Vous pouvez même vous poser la question suivante, philosophique. Qu'est-ce qu'être en colère? Hein? Quelles sont les causes de la colère? Pourquoi cette colère-là dure tant de temps? Donc, s'étonner, c'est la marque de, de philosophie première, c'est la marque première de la philosophie. Tout individu qui s'étonne devant les phénomènes à la fois humains, phénomènes naturels, qu'il est renversé, qu'il est troublé et qu'il se pose des questions face à ce qui est en train d'arriver devant lui, ou face à ses questionnements existentiaux, ce questionnement existentiel, dis-je, euh, est traversé par ce qu'on appelle l'origine première de la philosophie. Et ça, c'est Platon qui le dit, c'est Aristote, et hein, c'est un sentiment, l'étonnement. C'est le fait de dire, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer, je suis troublé par la situation, je me pose des questions, et tout individu comment je peux dire, qui est interpellé dans une démarche à la fois scientifique et philosophique, va être très sensible à l'étonnement. Et qui dit étonnement dit le fait de se poser des questions essentielles, hein, de se demander le quoi, le pourquoi, le comment des choses, des phénomènes, et cela, comment dire, cela est propre à l'esprit scientifique et philosophique, et c'est le point de départ, nous dit Platon. Donc, pour la nouvelle année, je vous invite à ne pas avoir peur et de vous laisser emporter, et d'être attentif à tout ce qui vous étonne. Ça peut être votre sentiment d'étonnement peut concerner l'actualité, peut concerner le savoir-vivre de certains individus, etc. Donc, il ne faut pas se lasser de philosopher, comme disait Épicure, et comme nous dirait peut-être Platon, il ne faut pas se lasser de se laisser toucher par ce qui nous étonne, parce que c'est le point de départ d'une réflexion profonde.
Alors, parce que souvent, il y a des gens qui n'osent pas euh, pousser le questionnement ou trouvent que trop réfléchir, trop se poser de questions, trop s'investir dans un certain questionnement, ça peut être moins intéressant au niveau des individus, mais c'est une grande preuve de désir de compréhension et de curiosité. Alors ça, c'est le premier principe, voilà, que je veux vous présenter. Aujourd'hui, j'en vous en présente 10. Le second. Donc, le premier principe porte sur l'étonnement, vient de Platon, et je vais y aller avec le deuxième principe. On va aller quelques années. Oh, je vais y aller avec, tant qu'à ça, on va y aller avec Aristote. Oui, c'est ça. Allons-y avec, bon, étant donné qu'Aristote, c'est le disciple de Platon pendant 19 ans, on va y aller chronologiquement. Je pense que j'ai décidé ça. Aristote, voilà. La vertu morale, nous dit Aristote, est le produit de l'habitude. OK. Donc, Aristote, disciple de Platon, Aristote s'attendait, bien sûr, à diriger l'Académie de Platon. Platon choisit, je crois, son beau-frère ou son neveu pour diriger l'Académie, donc l'école philosophique qu'il a fondée. Aristote, c'était son disciple choisi, un homme extrêmement intelligent qui a développé à la fois une pensée qui concerne la métaphysique, la physique, l'éthique, etc. Il nous dit que la vertu morale, c'est le produit de l'habitude. Ça, c'est la grosse question qu'on a chez Platon. Est-ce que c'est dans la grosse question qui accompagne l'œuvre de Platon, c'est la question de qu'est-ce que la vertu? Hein? En grec, c'est arete qui veut dire excellence. La vertu, c'est le questionnement fondamental. Dans un livre de Platon, est-ce que je me souviens, est-ce que c'est le Ménon? Ouais. Qu'est-ce que la vertu? Avant de se demander comment l'acquérir, peut-on l'acquérir pour de bon, etc. Socrate s'interroge à savoir, mais puis avant de nommer les types de vertus, par exemple, le courage, la tempérance, la modération, la sagesse, la justice, on va tenter de se demander qu'est-ce que la vertu en général. Et Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, va répondre à cette question en disant que la vertu, je vais vous donner un exemple très brièvement, la vertu, c'est le juste milieu, la médiété entre deux vices. Donc, prenons l'exemple, j'en parle souvent dans mes Facebook Live, prenons l'exemple du courage. La qualité morale digne d'excellence, hein, qui serait le courage, OK? On pourrait prendre le temps de définir ce qu'est le courage, mais là, on va simplement nommer cette qualité-là. Le courage, la vertu, c'est un juste milieu entre un manque, d'une part, et un excès. Donc, qui dit juste milieu, dit équilibre, dit harmonie, et c'est ce qu'on vise souvent en philosophie. Même en philosophie grecque, c'est la recherche de la mesure, de l'harmonie, de l'équilibre. Et si le courage est une vertu à rechercher, un manque de courage, on nommera ça, chez Aristote, de la lâcheté. Donc, d'une part, il y a un manque de courage. Ça, c'est l'aspect négatif, c'est l'aspect privatif. L'individu qui n'a pas de courage ne sera pas capable de faire face, par exemple, aux obstacles, ne sera pas capable d'action volontaire réfléchie. Et dans ce cas-là, il tombe dans l'aspect qu'on nomme le manque quant au courage, qu'on va appeler ça la lâcheté. Mais par ailleurs, un individu qui est prêt à, comment dire, imaginons la scène, hein, un combattant à main nue qui affronte 10 guerriers armés et qui se dit, je vais les prendre un par un, alors qu'il est en désavantage au niveau de l'armement, ben, cette fois-ci, il fera preuve de témérité. Hein, il y aura un manque de réflexion qui accompagnera son action et à la fois, il y aura un manque de réflexion, mais il y aura un excès d'audace qui pourra l'amener, par exemple, à sa perte. Hein. Si on affronte 10 combattants armés et qu'on est à main nue, il y a de fortes chances qu'on périsse. Donc, d'une part, l'excès de courage, Aristote le nomme témérité,
Et l'absence de courage, Aristote le nomme lâcheté. Mais là, notre citation du jour, pour accompagner notre année, c'est la suivante. Aristote nous dit que la vertu morale, notamment le courage, c'est le produit de l'habitude. Le produit de l'habitude. La répétition d'une action dans le temps, sur le long terme. Ce qui fera dire à Aristote qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, c'est-à-dire qu'un acte courageux, le lundi, qui est un acte courageux qui est répété qu'une seule fois, l'année durant, ne pourra pas finalement tenir la route. On ne pourra pas dire que c'est une vertu morale qui aurait été cultivée, parce que pour Aristote, pour être vertueux, il faut réfléchir d'abord à cette notion-là de courage. Il faut répéter des actions courageuses, être constant, persévérant, et que cela se pratique sur le long terme. Ce qu'il faudra dire notamment à Xénophon aussi, hein, parce qu'on sait que Xénophon a écrit des traités réfléchissant notamment sur la vertu. Euh, Ce qu'il fera dire à Xénophon, je crois, dans les Mémorables, il fera dire que la vertu peut être perdue. On peut la perdre si on ne la pratique pas. Ça rejoint Aristote tout à fait lorsqu'il dit que nos qualités morales, ça pourrait être aussi le fait de dire la vérité, euh, doivent être liées à une pratique sur le long terme, hein? Une pratique qui pourrait être quotidienne. Allons-y à contrario. Imaginons que quelqu'un dise, ben, je vais commettre un mensonge blanc, un mensonge mineur. Je n'ai pas le goût de rencontrer mon ami ce soir, je vais lui dire que je suis malade. Je vais lui inventer une raison parce que je suis mal à l'aise, j'aime pas, comment dire, j'aime pas qu'on ne m'aime pas, qu'on ne m'apprécie pas, puis je vais m'inventer. Et mes élèves font souvent ça, donc ils s'inventent des raisons. À contrario, si on commence à s'inventer toutes sortes de raisons, à pratiquer le mensonge léger, etc., mais si on en pratique 3 par jour, imaginez sur le long terme, si on ouvre la porte à ça, ben, on va développer dans toutes sortes de... Ça va devenir quelque chose de facile à adopter. Ça va faire partie de nos habitudes. Donc, pour Aristote, tout repose, la vertu comme le vice repose sur la pratique des habitudes. Donc, ce que je vous dirais pour la nouvelle année, admettons que vous voulez, comment dire, euh, développer des qualités athlétiques ou des qualités intellectuelles. J'ai fait un petit Facebook Live là-dessus sur la motivation. Vous irez voir ça sur YouTube. La motivation, comment dire, lorsqu'on on trouve qu'on n'a pas de motivation pour accomplir, mettons, une lecture, s'entraîner ou bien s'alimenter, OK? Mettons qu'on n'a pas de temps, on n'a pas de motivation, etc. Souvent, on attend que la motivation revienne comme si c'était un carburant, comme si c'était de l'énergie qui allait venir. Mais on inverse peut-être un certain principe, c'est que la motivation est générée par l'acte. Donc, on y va avec une équation. Je n'ai pas le goût d'aller m'entraîner en salle au gymnase. Je n'ai pas la motivation. Je n'ai pas l'énergie. On peut constater cela, mais l'important, ça sera de passer à l'action. Et Aristote a bien compris ça, hein, que c'est l'action répétée le plus souvent possible qui va nous faire acquérir, développer certaines qualités intellectuelles, morales ou athlétiques. Alors, pour la nouvelle année, si on se disait, on y allait avec le principe suivant, j'ouvre la porte à un principe qui est un petit peu de tout à chaque jour. De tout, par exemple, de tout au sens un petit peu de lecture à tous les jours pour stimuler notre intellect, un petit peu d'activité physique et pourquoi pas
Un petit peu d'organisation au niveau de sa pensée aussi, on peut faire ça, ou un petit peu de pratique d'un instrument de musique, de l'art que nous aimons. Imaginez, c'est, on se dit une demi-heure de chacune des activités qui nous importent pour la pratique elle-même, un petit peu à chaque jour. Ou si c'est trop difficile, un petit peu quelques fois par semaine. Mais avec cela, à la fin de l'année, on va se rendre compte que le petit peu a fait beaucoup de grands pas. À la fin de l'année, on pourra même faire un bilan. Et vous pouvez inscrire sur une feuille tout de suite, la date avec votre pratique musicale que vous avez faite ou votre entraînement. Et à la fin de l'année, vous lisez la liste et vous vous rendez compte que, waouh, j'ai accompli de grands pas. Je trouvais ça difficile, mais je me suis entraîné 50 fois, une fois par semaine. Et là, on peut être fier de ça. Et ce sont des faits. Et cela, Aristote nous dit qu'il faut y aller une étape à la fois. Je poursuis avec mon troisième principe. Là, on s'en va avec, comment dire, avec Épicure, qui fonde l'école du jardin, non loin d'Athènes, en 307, communauté d'amis, d'hommes, de femmes, d'enfants, où il y a de l'entraide, parce que pour Épicure, c'est extrêmement important l'aspect de la socialisation. Et on découvre, les études modernes nous disent que ce qui est important pour la longévité et la qualité de vie, notamment chez les aînés, c'est la socialisation. Certes, l'exercice physique, c'est important, l'activité intellectuelle aussi, apprendre des langues, jouer d'un instrument de musique, mais la socialisation de toutes sortes. Un coup de téléphone, discuter avec le commis à l'épicerie, un échange au café, et cela de manière volontaire. Donc, sortir de chez soi, aller à un club de Scrabble, par exemple, jouer aux échecs, club de lecture, la socialisation. Et Épicure avait compris ça car il vivait en communauté d'amis. C'est extrêmement important et c'est ce qui assure la qualité de vie à long terme, la longévité bien sûr, mais que ça va au-delà dans les études scientifiques, au-delà de l'entraînement physique. Certes, on veut la santé, on veut être en forme, mais la socialisation, c'est majeur. Épicure. Et Épicure va nous ramener, bien sûr, à sa doctrine que les gens ont confondu, bien sûr, même les chrétiens, lorsqu'ils critiquaient Épicure. Il y a les ports d'Épicure. Aujourd'hui, on pense que l'épicurisme, c'est d'aller, comment dire, s'offrir une journée de luxe, manger dans un restaurant très bien coté, dormir dans un hôtel 5 étoiles et faire des expéditions sur la mer dans des bateaux de luxe. Cela n'a rien à voir. Épicure est un hédoniste rationnel. La voie du plaisir, c'est quelque chose de bien. Comme il nous dit, le plaisir, c'est le premier des biens naturels. Et la citation que je vous présente, qui est la suivante, c'est le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse. Mais je vais aller avec des bémols, là. Je vais vous définir plaisir et je vais vous expliquer qu'est-ce que le bonheur pour Épicure, mais pourquoi il va d'une si grande affirmation. Le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse. Il nous dit que dans la lettre à Ménécée, parce qu'il ne nous reste pas grand-chose, Épicure, imaginez, ce philosophe a écrit 90 livres et nous avons trouvé sur des stèles des inscriptions épicuriennes. Diogène d'Ennaunda, par exemple, et il y avait un autre, j'ai écouté un beau documentaire sur ce qui restait des textes épicuriens. Mais nous conservons des sentences, des maximes générales, des sentences vaticanes et trois lettres, dont la lettre à Ménécée. Vous allez pouvoir vous procurer ça chez Garnier Flammarion avec un dossier explicatif. Mais le plaisir, sensation,
agréable. Émotion ou sensation agréable recherchée par l'être humain. On peut avoir du plaisir à manger, et là, on y va d'une manière normale. On ne parlera pas des plaisirs déviants, bien sûr, aujourd'hui, mais sensation agréable à écouter de la musique, sensation agréable à faire de l'exercice physique, sensation agréable à manger un plat, sensation agréable à converser. Ce qui amènera John Stuart Mill, plusieurs années plus tard, au 19e siècle, à qualifier qu'il y a même des plaisirs psychologiques, intellectuels et spirituels de tout ordre. Donc, pour Épicure, le plaisir est à rechercher. C'est un bien naturel, mais il y a une bémol. Parce qu'il y a des plaisirs, on peut tomber dans l'excès de plaisir qui peut nous causer des souffrances, des problèmes personnels. On pense à l'excès au niveau du jeu, du boire, du manger. Et même à un certain moment donné, on ne trouve plus ça vraiment plaisant. C'est devenu une forme d'addiction. Mais il nous dit que quand ça ne va pas, et là, je m'adresse à vous, là, quand vous n'allez pas bien, là, et je vais vous raconter un épisode. J'avais mon ami qui m'avait appelé à un moment donné à minuit, lorsque je me couchais un peu plus tard. Il m'appelle, coup de téléphone. Mathieu, ça ne va pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et je suis angoissé, anxieux. Mais je dis, si on se fait Épicure, allons-y avec Épicure. Toi qui aimes le thé japonais, les films japonais et jouer du piano, Épicure t'inviterait, lorsque cela ne va pas, lorsque vous souffrez, la voie de salut pour Épicure, c'est dire de quoi ai-je le goût en ce moment? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? C'est de retourner au plaisir. Lorsque vous ne sentez pas dans la plénitude ou dans l'harmonie, c'est la voie à rechercher. Donc, j'avais dit à mon ami à l'époque, toi qui aimes les films japonais, boire du thé japonais et pratiquer ton piano, jouer du Philip Glass, du Satie, du John Cage, etc., ben, essaie donc ça. Il m'avait rappelé le lendemain matin en disant ça a fonctionné, mais moi, je n'y étais pour rien. J'avais adopté le principe d'Épicure. Je lui avais suggéré d'aller vers le plaisir. Et Épicure nous dit, lorsque on souffre, lorsqu'on ne va pas bien, c'est la voie première. Il n'y a pas de problème à rechercher quelque chose, un plaisir rationnel, si ça ne va pas et si cela nous fait du bien. Mais là, attention, il dit, bon, c'est le plaisir, c'est le commencement et la fin de la vie heureuse. Mais allons-y d'une définition de la vie heureuse pour Épicure, hein. C'est bien sûr dans sa perspective. La vie heureuse, c'est on vit une forme d'ataraxie, qui veut dire l'absence de trouble. Dans l'esprit, une forme d'aponie, l'absence de douleur dans le corps. Donc, c'est une drôle de définition. C'est une définition qui concerne l'absence de trouble. Donc, lorsqu'on n'est pas troublé dans notre esprit, lorsqu'on a l'esprit vif et non pas embrouillé, lorsqu'on voit clair, lorsqu'on a une capacité d'attention, pour Épicure, il n'y a rien à faire. Et lorsqu'on n'a pas de douleur dans le corps, pas de nœud, pas de tension corporelle, c'est ce qu'on appelle l'expérience du bonheur pour lui. C'est qu'il n'y a pas de problème et on ne le sait pas parce qu'il n'y a pas de problème. Donc ces moments-là peuvent être brefs, mais c'est quand, par exemple, lorsqu'on se dit, ah, je sens que je vais bien aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je me sens harmonieux, tout va bien, mon corps et mon esprit sont un, et j'ai pas de conflit intérieur, pas de problème psychique, etc. Donc, Épicure, dans ces cas-là, nous dirait, il n'y a rien à faire. Ne venez pas troubler l'harmonie que vous expérimentez. Mais si ça ne va pas passer par les plaisirs, n'ayez pas peur de suivre la voie des plaisirs. Si vous demeurez, et là je ne veux pas tomber là-dedans, mais si vous demeurez modéré quant au plaisir et que vous agissez à travers des plaisirs qui sont pas en train de, comment dire, de vous amener dans l'excès,
dans une forme de disharmonie de votre nature, ben, il n'y en a pas de problème. Et là, je vous donne l'exemple de mon ami. Un peu de piano, pratique du piano, écouter un film japonais qui vous inspire, boire du thé, c'est des plaisirs qu'on appellera simples, qui seraient à répéter. On va continuer chronologiquement. Donc, on est rendu à trois principes. Je vais aller voir, puis je vais vous présenter chronologiquement les choses. Et oui, on va y aller, on va être rendu ici. Ouais, je pense que je vais y aller avec Kierkegaard. Ouais, Kierkegaard. Descartes avant, bien sûr, Descartes. OK, on y va avec Descartes. Celui qui a écrit le premier texte philosophique en français, hein? Les Méditations métaphysiques, 1641. Le discours de la méthode, 16, est-ce que c'est 1636? Non, excusez. Ouais, 1636. Allons-y. Pour Descartes, c'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosopher. Alors là, Descartes réitère, à la fois comme Épicure, je vais faire un lien, l'importance de philosopher. Mais qu'est-ce à dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par philosopher? Pour Épicure, dans la lettre à Ménécée, il va déclarer, il n'est jamais trop tôt, ni trop tard que l'on soit jeune ou que l'on soit vieux, de commencer la pratique de la philosophie, car celle-ci assure à la fois le bonheur et la santé du corps et de l'âme. Voilà ce qu'elle permet. Mais pour Descartes, philosopher, c'est douter, c'est se remettre en question, c'est de faire une forme de tabula rasa, de se dire, OK, ma vie n'a aucun sens en ce moment. Peut-on repartir à zéro? Peut-on réévaluer en tant qu'esprit le genre de vie que je suis en train de vivre en ce moment? Et c'est pour ça que pour la nouvelle année, n'ayons pas peur de douter et de remettre en question notre mode de vie, nos principes éthiques, la manière, nos objectifs. On peut se re-questionner sur nos relations, notre manière de nous relier au monde, à autrui et à nous-mêmes. Alors, pour Descartes, c'est ce qu'il va faire dans les méditations. Je vous invite à lire les méditations, la méditation 1 et 2. C'est superbement écrit et c'est là que Descartes déclare, hein, une fois pour toutes, tout individu devrait repartir à zéro et réévaluer son éducation, sa manière de vivre, etc. C'est une superbe invitation. C'est le point de départ de la philosophie subjective. On a ça chez Descartes. Et quand on dit philosophie, si on remonte au principe, hein, parce que le mot vient de Pythagore. Pythagore qui avait été interrogé par un tyran. Est-ce que c'est Léon? Est-ce que c'est Timon? Je me rappelle plus. C'est une vieille légende, là, qui circule chez les philologues, etc., où Pythagore se fait demander par un tyran, un chef politique, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Pythagore répond de manière précautionneuse, répond, je suis un philosophe. Donc, un amoureux ou quelqu'un qui apprécie la sagesse et le savoir. Là, ce qu'il faut comprendre, lorsqu'il répond, je suis un philosophe, c'est pour ne pas prétendre à la sagesse. Parce que peut-être s'il avait plutôt dit je suis un sage, un sophos, ça aurait peut-être, comment dire, offusqué le chef politique. OK? Donc, la philosophie, c'est cette recherche du savoir et de la sagesse avec humilité. C'est une quête où l'on ne prétend pas détenir absolument le savoir ni la sagesse. Donc, dans ce geste d'humilité-là, accompli par Pythagore, selon la légende, il aurait donné naissance à ce terme-là de philosophie qui est une quête.
On sait que les premiers philosophes étaient des physiciens, recherchaient le premier principe concernant les origines de la nature et du monde, hein. Et la philosophie humaine, réfléchissant sur l'être humain, est apparue avec Socrate, notamment, et les autres. Mais bon, Descartes nous dit, euh, il faut, on peut pas, ah oui, c'est intéressant. C'est à proprement avoir les yeux fermés. Écoutez bien ça, c'est intéressant. On peut se dire quelqu'un d'observateur, on peut se dire quelqu'un qui a les yeux ouverts, mais Descartes va plus loin. Si tu ne poses pas la question du quoi et du pourquoi, tu as les yeux fermés. Parce que philosopher, c'est faire des liens, c'est analyser, c'est se demander que veut dire ce concept-là. Pourquoi tel auteur? Pourquoi je soutiens cette thèse, cette position? Donc, c'est intéressant. Celui qui se demande pas le quoi et le pourquoi des phénomènes, des choses, des positions, vos positions politiques, éthiques, de quoi on parle et pourquoi on soutient cela, c'est d'avoir les yeux fermés. Donc, je trouve ça fort intéressant qu'ils disent que voir, c'est voir quand même avec les yeux de l'esprit. Lui, qui Descartes, bien sûr, valorisait deux opérations de l'esprit qu'on nomme à la fois l'intuition et à la fois la déduction. C'est les opérations de l'esprit majeures dans son système que l'on retrouve dans le discours de la méthode, puis également dans les méditations métaphysiques. Donc là, on est rendu à Descartes. On poursuit. Ah oui, on poursuit, ça va dans le même sens. Emmanuel Kant, qui est le fondateur, celui qui écrit Critique de la raison pure, Critique de la faculté jugée, Critique euh, Critique du juge, de la faculté de juger, Raison pure, et j'ai oublié l'autre, etc. Allons avec Kant, philosophe des Lumières. Dans Qu'est-ce que les Lumières, texte de 1784, je me trompe toujours, 94 ou 84, Kant déclare, bon, en utilisant une affirmation, un adage latin, sapere aude, qui se traduit par aie le courage de te servir de ton propre entendement. Ça rejoint Descartes, bien sûr. Pour notre nouvelle année, sommes-nous capables, sommes-nous capables de, d'oser penser par nous-mêmes, sans toujours s'en remettre à des maîtres? C'est-à-dire, mon maître spirituel, mon coach de vie, mon médecin, mon entraîneur. Certes, on peut étudier les principes, les diagnostics, etc., proposés par certains individus, mais on ne doit pas simplement s'en remettre en obéissant aveuglément à tout ce que les autorités politiques, idéologiques, en théorie de l'éducation, quoi, nous déclarent. Il faut quand même étudier ce que les gens disent, s'informer, tenter de comprendre leur position, ou si, admettons, qu'on voit un médecin pour le diagnostic, on peut aussi aller en voir deux autres pour vérifier s'il y a une entente concernant un diagnostic. Donc, Kant nous dit, cessons d'être dans une forme d'obéissance aveugle, non réfléchie. On ne veut pas tomber non plus dans un aveuglement de simplement s'opposer pour s'opposer, sans réflexion, mais si Kant nous invite à réfléchir, penser par nous-mêmes, et c'est une chose extrême, c'est une action de l'esprit qui est extrêmement difficile que de penser par soi-même. Donc, on peut même accomplir un doctorat, de hautes études, et dans certaines circonstances de la vie, manquer de jugement, et manquer de discernement, et manquer d'être accroché à certaines idéologies, à certaines idées reçues, sans se remettre en question, à la fois ce que certains appelleront même penser contre soi-même. Donc, il se peut qu'on soit dans le tort. Si on est capable
d'admettre nos torts, admettre qu'on s'est trompé, c'est déjà un élément. Puis si on est ouvert d'esprit et capable de se remettre en question, de revoir nos savoirs euh, et s'ouvrir à la compréhension, on aura accompli un certain chemin. Alors ça, c'est Kant ici. La lettre que je vous invite à lire de Kant, justement, c'est le texte, un beau texte ici. Bon, il y a quand même des préjugés d'époque dans ce texte, bien sûr, vous le lirez, vous verrez le tout. Mais qu'est-ce que les Lumières? Foucault va justement écrire, texte que je n'ai pas lu, mais va faire une réflexion sur le texte de Kant. Qu'est-ce que les Lumières? Mais c'est disponible en ligne. Allez lire ça. C'est un texte fondateur qui va séparer vraiment deux mondes, hein. C'est l'ouverture à un autre monde, fondé bien sûr sur le cartésianisme, là. On continue, les amis, on continue. Je vais juste prendre une gorgée. J'espère que ça va bien à date. Je voulais juste vous dire que je vous remercie tous et toutes d'être présents et je vais juste vous rappeler qu'il y a eu, écoutez, Jean me dit, bon, calme-toi avec les chiffres, mais il y a 175 inscrits pour aujourd'hui et toute personne recevra plus tard l'enregistrement, bien sûr, de cette rencontre. Vous allez pouvoir le réécouter, le partager. Vous allez recevoir aussi une invitation gratuite à mon prochain lancement. Je voulais juste vous le dire ici. Mon prochain livre qui sort dans, comment dire, le 22-23 janvier, Le Maître sans maître, une petite réflexion d'une soixantaine de pages, 48 articles, qui sortira. Vous aurez une invitation. Je vais présenter le livre de manière via une petite rencontre Zoom gratuite dans 2 semaines. Voilà, j'espère qu'on sera nombreux aussi. Vous êtes tous et toutes invités et vous allez recevoir l'invitation soit aujourd'hui ou demain. On continue avec nos principes. À travers l'histoire de la philosophie. Pourquoi j'ai choisi ces 10 propositions-là? Pour sortir du monde des recettes, du monde comment dire, du prédigéré et de revenir à des affirmations essentielles pour guider notre vie pour la nouvelle année. Je voulais on se ramène à des principes ou des propositions qui pourraient nous inspirer à aller de l'avant, puis on se fait un rappel à nous-mêmes de ce qui est essentiel à travers cette présentation-là. Je vais poursuivre. Est-ce que j'y vais avec Kierkegaard? Allons-y avec Kierkegaard ou avec Nietzsche, tiens, avant. Et là, je vais vous étonner parce que le principe que je vous présente, c'est un principe que vous avez, une proposition que vous avez sûrement déjà entendue concernant l'importance de la musique pour Nietzsche. Et je vais faire un lien ici ensuite avec l'apprentissage de l'amour. Donc, je vais présenter deux principes. Le premier principe, Euh, sans la musique, la vie sans la musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. Donc, l'importance de la musique pour Nietzsche, on sait qu'il y avait, écoutez, Nietzsche, qui est un grand polémiste, un provocateur, un philosophe à coups de marteau, va s'en prendre au grand de la musique. Euh, mais aura une préférence pour du Rossini, par exemple, et pour certains compositeurs à l'esprit léger et dansant. On sait qu'il va s'en prendre à Beethoven, le traitant de, comment dire, de musiciens qu'on pourrait rapprocher de l'esprit, d'un esprit, comment dire, allemand un peu lourd, etc. Mais pour Nietzsche, la musique, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que la musique, c'est un art universel qui peut dépeindre à travers dépeindre ou traduire à travers le son, la mélodie, l'harmonie, le rythme, les sentiments multiples de l'existence. Donc, une musique dansante, une musique nostalgique, une musique entraînante, une musique guerrière, une musique triste, etc. On peut, grâce à cet art universel
et un des plus accessibles, euh, traduire la diversité, la variété des sentiments humains, ce qui est merveilleux. Et on sait qu'il y a plusieurs styles, hein, le jazz, le blues, la musique classique, musique de chambre, le baroque. Et c'est incroyable l'éventail de styles musicaux qu'on peut découvrir et l'éventail de traduction de certaines émotions qu'on peut découvrir. Ce qui fera dire en deuxième lieu à Nietzsche que, à l'instar de la découverte d'un classique musical que vous aimez, d'un classique, d'une œuvre que vous avez appris à découvrir et à aimer, Nietzsche va associer l'amour à la musique. Il va nous dire, euh, il faut, et puis d'une façon, il l'affirme, là, c'est une injonction, il faut apprendre à aimer, comme nous l'avons fait lorsque nous avons découvert une œuvre musicale qui nous a d'abord troublés. Et là, je vous pose tout de suite la question, vous pouvez me l'écrire dans le clavardage, à quand remonte la dernière, l'écoute d'une œuvre musicale qui vous a troublé? Ça peut être un album de classique, de jazz, de blues, une interprétation. Ça peut être Variation Goldberg de Glenn Gould, interprétant Bach, etc. C'est quelle œuvre vous a troublé? Donc, à la première écoute, là, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cela? Mais ça m'interpelle, ça me trouble, ça me dérange, ça me bouleverse. Donc, Nietzsche dit, comme le sentiment amoureux, euh, l'écoute musicale passe par plusieurs stades. Donc, on pourrait appeler le stade numéro un le grand bouleversement. Et vous m'écrirez ça dans le clavardage, l'œuvre musicale qui vous a troublé, là. La deuxième étape, c'est que, oh, j'ai été troublé, mais j'ai envie de réécouter cette œuvre. Hein? Donc là, il y a le début de l'apprivoisement, le choc amoureux, ensuite l'apprivoisement, puis ensuite vous réécoutez, puis là, oh, plus vous réécoutez l'œuvre, plus vous l'appréciez, plus vous la découvrez, et à la fin, le quatrième stade, c'est ne plus pouvoir s'en passer. Allons-y de mes deux exemples classiques, qui ne se trouvent pas dans le classique, mais dans le jazz. Euh, Trois exemples. Mettons, A Love Supreme de John Coltrane, par exemple, Kind of Blue de Miles Davis, et aussi, pourquoi pas, Ascenseur pour l'échafaud. On sait que Miles est allé à Paris jouer, bien sûr, de la trompette en écoutant le Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle avec des musiciens français aussi. Il a, il a produit la bande sonore, la trame sonore en visionnant le film, je crois même, ce que c'était sans son. Donc, pour Nietzsche, il y a une analogie entre le choc amoureux et le développement de l'amour, donc, et la musique. Il faut apprendre à aimer. Malgré le choc amoureux, on apprivoise, on approfondit par la fréquentation, et à la fin, la richesse est tellement grande qu'on ne peut plus s'en passer. Ça nous a marqué, et c'est un album qu'on peut toujours réécouter. Donc, il y a une analogie entre l'amour, le sentiment amoureux et le sentiment de la découverte musicale. Ce qui fera dire à Nietzsche à la fois, ben, il faut apprendre à découvrir une œuvre musicale, il faut apprendre aussi à découvrir un être humain, ou un philosophe, ou une œuvre d'art, hein. C'est merveilleux comme position. On continue. Et on aura une période de questions à la fin, bien sûr, hein. Je vous remercie tous et toutes d'être présents ce matin. Très content que vous soyez nombreux. C'était une nouvelle approche aujourd'hui que je fonctionnais avec des citations philosophiques. Et on est rendu à combien, là? Écoutez, un, 2, 3, 4, 5, 6.
OK, on continue. Kierkegaard, un classique ici. Euh, Oser pour la nouvelle année, l'importance d'oser. On a la fameuse phrase de Goethe, hein, l'audace donne du génie là, et de la magie. Mais Kierkegaard, c'est oser, c'est perdre pied, bien sûr, momentanément. Posons-nous la question, à quand remonte la dernière fois où nous avons osé dans notre vie? Sommes-nous capables d'identifier cela? Parce que oser, ce n'est pas répéter une habitude, là. C'est sûrement pas répéter une habitude, faire selon votre routine. Oser, c'est sortir de soi. C'est d'aller vers l'inconnu. C'est de tenter quelque chose que nous n'avons jamais tenté. C'est de prendre un chemin qui nous fait peur, etc. Kierkegaard nous dit que oser, c'est perdre pied momentanément. C'est pas si pire, c'est momentanément. Ne pas oser, c'est se perdre soi-même. Intéressant, hein? Et là, nous sommes peut-être déjà perdus ici maintenant. Peut-être c'est parce que nous n'avons pas osé, mais Kierkegaard nous dit que, bon, vous avez peur d'oser, mais oser, ce n'est pas si grave que ça, c'est vous perdre les pieds momentanément, c'est d'être dans un déséquilibre du moment. Lorsqu'on essaie une nouvelle activité, etc., lorsqu'on va à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça demande de l'audace, on peut être déstabilisé, perdre nos repères, etc. Mais la vie, c'est ça. Perdre les pieds momentanément, mais si vous n'osez pas, logiquement, le problème est pire. Vous allez rester dans le confort, dans le connu, dans les habitudes. Et la vie, ben, c'est le mouvement. La vie, ce n'est pas la géométrie pure, là. Il y a tout le temps une petite forme de déséquilibre, d'imperfection, de bouleversement qui accompagne nos journées. Et si on ne veut pas oser, et j'espère nous souhaitons ça pour la nouvelle année, de tenter d'aller vers l'inconnu ou le nouveau pour pouvoir nous sortir de nos habitudes, alors que Kierkegaard nous invite à oser pour éviter de se perdre. L'audace. Hein? Moi, la fois où je suis allé acheter mon instrument de musique le 21 juin, je m'en rappelle, 2020. Je suis allé acheter une basse électrique, un amplificateur, etc., le tout. Je suis rentré dans le magasin de musique, puis je suis parti avec le tout. J'ai osé. Et posez-vous la question, la dernière fois que vous avez osé, l'avez-vous regretté? Ça fait peut-être trop longtemps que vous n'avez pas osé. Pas pour vous mettre en danger et périr et faire du mal à autrui, non, non, ou vous faire du mal à vous-même, mais une audace qui peut être créatrice, inspirante, etc. C'est ce que nous amène le philosophe danois Kierkegaard. Je continue. On va arriver avec notre philosophe français du 20e siècle, que j'aime beaucoup, hein. Vous m'entendez souvent citer André Comte-Sponville, né en 1900, années 50, toujours vivant. Son classique, ben, moi je trouve que l'opuscule Le bonheur désespérément, c'est une thèse fort accessible et intéressante. Sponville écrit plusieurs livres, bien sûr, dont un sur Montaigne. Allons-y avec son principe. C'est l'amour qui fait vivre. OK, ça c'est la thèse. C'est l'amour qui fait vivre. C'est très spinoziste, hein? À quel objet d'amour votre esprit s'adonne-t-il? L'amour n'est pas qu'humain, là. N'est pas qu'entre deux individus. J'aime mes enfants, j'aime mes amis, j'aime mon conjoint, ma conjointe. Non, non, l'amour, ça dépasse.
Ça transcende l'humain, mais l'amour humain est extrêmement puissant. C'est la question de Spinoza. À quel objet d'amour votre esprit s'adonne-t-il? C'est plus vaste que ça peut être l'amour du cosmos, l'amour de l'astrophysique, aimer vouloir comprendre l'histoire mondiale, etc. L'amour de la musique, l'amour de la compréhension de la psychologie humaine, etc. Plus vous aimez dans des champs diversifiés, plus vous êtes vaste. La thèse de Sponville, c'est que les gens qui veulent en finir, qui disent que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, même Camus hein, dit, oh, la vie vaut la peine d'être vécue, le suicide n'est pas une solution. Même Sioran dit la même chose. Hein. Donc, ne nous incite pas à commettre l'irréparable. C'est l'amour qui fait vivre, puisque c'est lui qui, écoutez, c'est très, très subtil. C'est lui qui rend la vie aimable. Nous voulons rester en vie parce que nous aimons à plusieurs niveaux et plusieurs objets à plusieurs degrés. Plus nous aimons, plus nous allons vouloir demeurer en vie et plus nous allons aimer la vie. Si à chaque matin vous avez une raison, ben, si vous avez envie de vous réveiller puis de vivre votre journée, c'est peut-être parce que vous avez un intérêt profond envers différents êtres humains puis différents aspects. Donc, c'est très important de revenir à ce principe-là d'amour qui est spinoziste par le fait même, hein. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure ou intérieure. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée. Je veux me réveiller le lendemain pour m'occuper de la portée de mes chats de Bengale que je suis en train d'élever, du jardin que je suis en train de cultiver. J'ai hâte de passer du temps à m'occuper, prendre soin d'eux, ou pour jouer de mon instrument de musique, ou pour transmettre, écrire, etc. C'est l'amour qui fait vivre puisque c'est lui qui rend la vie aimable. J'ai trouvé ça beau, ça se trouve dans Le Bonheur désespérément de Sponville, philosophe français du 20e. Voilà, OK, est-ce que... Oui, voilà, il nous en reste. On va y aller avec les questions après. J'ai presque terminé, les amis, avec les principes. J'ai notre ami Wittgenstein. Écoutez, allez lire la biographie de Wittgenstein par Monk. Wittgenstein est un individu qui a, écoutez, incroyable, qui vient d'une grande famille juive très riche d'Autriche, les Wittgenstein. Lui-même a refusé son héritage. S'est adonné à toutes sortes de métiers. Il était sur le front à la Première Guerre mondiale, a enseigné la logique, la philo, etc. A écrit ses carnets philosophiques dans les tranchées, est allé construire des bâtiments en Norvège, ou je sais pas trop, des brevets d'invention. C'est tout un numéro. Wittgenstein. Et oh, c'est bizarre. Ben oui, je me suis confondu. Allons-y quand même, j'ai pas le choix de donner la vérité. Écoutez, la citation de Wittgenstein concernant, oui, oui, allons-y avec ça parce que je me suis égaré avec un autre philosophe de l'école de Palo Alto, l'école de communication. J'ai fait une confusion, mais j'ai pas le choix de vous livrer une citation de Wittgenstein. La limite de mon langage
Là, je paraphrase parce que j'ai pas la citation devant moi. La limite de mon langage va déterminer la limite de ma perception, de ma limite de mon monde. Le monde tel que je le conçois, ou le monde dans lequel je vis, qui est un monde de langage, est, est lié intrinsèquement euh, au langage. Plus mon langage est vaste, se déploie, plus mon monde va être vaste et riche. On sait que Wittgenstein fait partie des philosophes du langage, de la tradition anglo-saxonne. Il s'est même détaché de l'école du cercle de Vienne, etc. Tourné le dos au cercle de Vienne qu'il avait bien sûr contribué à fonder ou à développer. La limite de mon propre monde est liée à la limite de mon langage. Une adéquation entre les deux. Je ne vais pas ici pousser l'interprétation parce que c'était pas ça que j'étais supposé de citer. Mais poursuivons sur la lettre W. Ah oui, je vais faire une petite parenthèse ici. Deleuze s'est prononcé sur Wittgenstein et les Wittgensteiniens dans l'abécédaire. Je vous invite à aller écouter ça, c'est assez fascinant. L'abécédaire de Gilles Deleuze, disponible en vidéo, interviewé, et lorsqu'il tombe sur la lettre W, il dit, il n'y a rien à W. Puis l'intervieweuse lui dit, mais non, il y a Wittgenstein, puis là, Deleuze, ah non, les Wittgensteiniens, c'est la fin de la philo, etc. Allez voir ça, c'est comique. Mais revenons au W. Paul Watzlawick de l'école de Palo Alto, de psychologie, mais pour moi, c'est un philosophe, je pense qu'il est docteur en philo, Paul Watzlawick. Et là, on va retenir ça pour l'année 2026. Écoutez bien ça, là, puis c'est très troublant. C'est une proposition extrêmement troublante. Et je vais terminer après avec une autre citation, puisqu'il m'en manque une. On ne peut pas ne pas communiquer. Si on comprend l'étendue de cette proposition-là philosophique, là, ça va nous apprendre à mieux vivre. Vous écrivez à un ami, il ne vous répond pas. Vous essayez une deuxième fois, il ne vous répond pas. Vous décrochez le téléphone, vous appelez votre ami, il dit, ah oui, oui, je te prends, oui, je te réponds, mais je n'ai pas le temps, je vais te revenir. On ne peut pas ne pas communiquer. On s'est essayé 3 fois. La première fois, notre ami ne nous a pas répondu par écrit, ni la deuxième. La troisième, il a décroché le téléphone, il dit, je n'ai pas le temps, je vais te revenir. Nous voulions parler à notre ami pour développer un projet avec lui ou pour organiser des retrouvailles, discuter autour d'un pot avec lui, autour d'un café, etc. Il nous manque, mais il ne semble pas vouloir entrer en contact ou organiser un rendez-vous avec vous. Il semble se défiler. Pour Watzlawick, nous avons de la difficulté à accepter le réel, mais le réel est le suivant. Notre ami communique même à travers sa non-réponse de nos 2 premiers messages, puis il communique aussi en disant, je n'ai pas le temps, je vais te revenir. Mais sommes-nous capables d'accepter cela? Il y a notre désir d'une part, et il y a la manière dont notre ami communique avec nous. Et même s'il ne nous avait pas répondu, qu'il n'était pas rejoignable, une non-réponse est aussi une réponse. Cette fois-ci, une non-réponse, c'est que vous envoyez, euh, prenons la métaphore du tennis, vous envoyez une balle de tennis, la balle de tennis ne revient pas, vous en envoyez une deuxième, une troisième. Prenons l'analogie de l'ascenseur, vous pèsez une fois sur le bouton pour que l'ascenseur descende à votre niveau, elle ne descend pas. Une non-réponse est une réponse et sachez que même lors une absence de communication par écrit ou de manière orale est une réponse. Car, selon l'école de Palo Alto, les principes de Paul Watzlawick, on communique toujours. Il y a toujours de la communication. Même dans la confusion de la communication, même dans
la non-compréhension entre deux individus, vous pouvez dire que la communication n'arrive pas à se brancher sur ce qui est commun entre vous. Ça ne fonctionne pas et cela, c'est une forme de communication. Je vais terminer avec Schopenhauer. Et là, je retourne bien sûr en 1800. Écoutez, on se laisse là-dessus, puis on ira avec les questions. Ça peut nous aider pour la prochaine année. L'essentiel pour le bonheur dans la vie est ce que l'on a en soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire pour Schopenhauer? L'essentiel pour le bonheur dans la vie, c'est ce que l'on a en soi-même. On n'a pas le choix de se demander qui suis-je. Pour Schopenhauer, nous sommes la personnalité. C'est inné, cette personnalité-là, elle est innée. Est-ce qu'on la connaît bien? Est-ce qu'on connaît nos capacités, nos intérêts? Est-ce qu'on s'est posé la question qui suis-je? Pour lui, ça remonte à la personnalité, c'est un aspect inné. Il faut se découvrir, se connaître. Connaître ce que nous sommes, c'est connaître nos qualités, nos capacités et de vouloir les développer. Mais aussi pour Schopenhauer, c'est se cultiver, c'est trouver une formation qui est en lien avec nos dispositions, mais c'est aussi nous cultiver de manière générale, en accord avec nos intérêts qui sont à découvrir dans nos forces, nos qualités. Donc, moi, un jeune âge, j'ai mis les mathématiques de côté pour m'adonner à la fois à la littérature, à l'histoire, à la psychologie, mais je retrouve les mathématiques à travers l'étude de la musique. Ah, mais la musique, c'est un art. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui m'interpelle? De quoi ai-je le goût? Qu'est-ce que j'ai le goût de développer? Et ensuite, tenter de mener sa vie en se formant, en cultivant son esprit. C'est très important pour Schopenhauer d'avoir un peu de solitude pour pouvoir justement se rendre compte, et je vais terminer là-dessus, que le bonheur n'est pas dans le paraître, la recherche de prix, de notoriété, etc., le regard de l'autre, qui ne dépend pas de nous et n'est pas dans l'avoir, le culte de l'avoir. Certes, il nous dit qu'il faut un peu d'avoir pour pouvoir avoir une vie convenable et quelque peu confortable, mais la vraie richesse, c'est l'être. Être plutôt que d'avoir et de paraître, et cultiver. Et là, il dit, le bonheur est en nous, pas à l'extérieur de nous, est en nous, dans le fait de développer ses capacités. Et ça pourra nous ramener à Aristote, au jour le jour, développer nos capacités par l'acte même. Le bonheur est un acte. Ça rejoint Sponville. L'acte même comme bonheur, mais dans des activités qui nous ressemblent, qui sont en lien avec nos forces, nos capacités et notre personnalité. Je vais faire une petite conclusion brève. Je remercie tout le monde d'avoir été présent et présente avec nous. Merci à Jean pour cette invitation. On va y aller maintenant avec les commentaires. S'il y en a qui ont des questions, je vous ai présenté 10 principes philosophiques pouvant vous aider peut-être à partir, commencer la nouvelle année sur des bases, des propositions philosophiques. S'il y en a qui ont des commentaires, des questions, c'est le temps. Je ne vais pas lire le clavardage, mais n'hésitez pas à ouvrir votre micro et je vais vous écouter. Si vous avez quelque chose, question à poser, un commentaire, tentez d'être bref parce qu'il y en a peut-être qui vont vouloir aussi participer et je vais tenter de voir. Ah, est-ce qu'il y a des micros d'ouvert? Catherine, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Oui, merci déjà parce que tout ça est intéressant, ça donne plein de facettes, hein. Euh, c'est des choses sur lesquelles je me suis beaucoup intéressée.
enfin questionné et auquel je me suis beaucoup intéressée. Et ce que je vois, moi, comme fil conducteur dans tout ça, c'est aussi le rapport au corps, les cinq sens. Mhm. Parce que tout ça est très intellectuel, mais si on le détache du corps, ça fonctionne plus. Quand vous parlez de musique, je pense que c'est la musique. Ben, il y a beaucoup de sensations si on fait de la musique. Et puis, c'est pas seulement la musique, mais ça va être aussi se connecter, d'être vraiment en contact par ces cinq sens à toutes sortes de choses. C'est ça qui va nous donner les indications. Comme, et ça, moi, je le voyais dans tous dans tous les points, de dire Ah, parfait. c'est des portes d'entrée extraordinaires pour tout relier. C'est-à-dire la tête, l'esprit, le cœur aussi vont nous donner des indications. Mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de la dimension corporelle, qui est notre principal ancrage dans le réel. Voilà. Absolument. Même Descartes, lorsqu'il parle il définit la pensée dans la méditation 2, à la fin, écoutez, il est assez vaste au niveau, il dit penser, c'est à la fois, il dit imaginer, ressentir. Donc, il serait d'accord avec vous, Catherine, le fait que le corps en entier est interpellé lorsque nos sens sont ouverts, et même aussi l'intuition, etc. C'est par ceux-ci qu'on est en contact avec le réel, mais c'est ne pas négliger l'aspect affectif et l'aspect des sens avec lequel nous sommes en contact avec l'environnement, les phénomènes, etc. Merci pour ton commentaire, Catherine. Je fais le tour ici pour voir s'il n'y a pas des petits micros ouverts pour une question, un commentaire. Allô, allô? Bon, Eduardo, Oh, bonjour Mathieu, on bonjour les t'écoute. amis, bonjour. Bonjour. Bon, Mathieu, je te remercie ta dédication à la philo et à la transmettre, aussi ton amitié, mon ami. Merci, Écoute, Edouard. j'ai commencé l'année avec une espèce de reconnaissance de la mesure grecque. Et OK. l'important est la mesure. Parce que je souffrais, comme immigrant que je suis, mais heureux québécois, mais immigrant au commencement, et j'avais l'ambition de profiter, accumuler, avoir, parce qu'ici c'est tellement plus facile qu'ailleurs à posséder de choses, même de l'enseignance et d'autres formes de développement personnel. Mais alors, je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible? Moi, au lieu d'être un lecteur, j'ai commencé pour être un libraire. Oh, En profitant de bouquins 1 dollar, non. Bon, mais la chose, c'est que je me suis, j'ai donné aux bibliothèques, je donne aux bibliothèques, et je serai plus léger pour être dans les choses que tu as bien présentées, d'être proche du plaisir, proche des choses qui nous intéressent et qui nous représentent. Alors, mhm. ça, c'est ma résolution d'année que je suis très content de l'avoir imposée sur ma tête un peu répétitive, on dirait, non? Mais les choses vont aller bien et je vous salue, les amis. Ben, Merci. merci, Eduardo, pour bien sûr, tu nous ramènes à l'essentiel de revenir au plaisir, ce qui nous inspire dans l'instant. Est-ce que Dominique voulait nous dire un petit quelque chose? Dominique avait le micro ouvert. Est-ce que tu voulais nous parler, Dominique? J'avais le micro ouvert, on va attendre. Donc voilà, Eduardo qui est un auditeur depuis longtemps, qui s'intéresse hein, notamment à l'imaginaire et à la psychothérapie, etc. On le salue. Merci d'être là. Eduardo, c'est une belle surprise ce matin. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires avant que l'on se souhaite un bon samedi? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Les amis, simplement pour vous dire que si vous voulez écouter les 25 autres webinaires, parce qu'aujourd'hui c'est notre 26e, on remercie Jean de Vox Populi. On collabore, moi et Jean, depuis l'année 2000, donc ça fait 25 ans qu'on se connaît. Et on a sur la page YouTube réseauvoxpopuli.tv, il y a nos 25 autres enregistrements sur des thèmes variés. Et aujourd'hui, c'était notre 26e. Et je passe la parole à Jean, qui va nous parler peut-être d'une conférence. Jean, ton micro est fermé, mais peut-être la conférence de Frédéric. Jean, ton micro est fermé. Je ne sais pas si tu nous entends. OK, Voilà, vas-y. voilà.
Donc, oui, tout va bien. Puis je vous envoie tout à l'heure la reprise vidéo. Et puis, si vous êtes au Québec, ben, il y a Frédéric Lenoir qui s'en vient au Québec au mois de février, le 5 et le 6 à Québec et à Montréal, si ça vous intéresse. C'est sur voxpopuli.tv. Ça va super bien. On a déjà rajouté une supplémentaire au Palais Montcalm, le Théâtre Saint-Denis, la grande salle est aux trois quarts pleine déjà. Fait que si vous voulez réserver, il reste des billets. C'est mon petit speech de vente, mais ça va. Ben, merci Jean. Puis tantôt, ben, quand Jean va nous renvoyer l'enregistrement, vous allez pouvoir le partager à des amis. Puis aussi, il va y avoir une invitation pour mon lancement virtuel. Je vais faire un lancement en présence, mais mon dernier livre qui vient de sortir, qui va sortir le 22-23, Jean va vous envoyer une petite invitation gratuite pour participer à un petit Zoom de 45 minutes dans 2 semaines. Fait que je pense que c'est ça, Jean, pour Génial. aujourd'hui. Merci beaucoup, Mathieu. Ben, merci tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cette rencontre inspirée dans l'instant avec 10 propositions philosophiques pour vivre, pour mieux vivre dans un monde difficile et incertain et bouleversant en ce moment, on le voit bien. Un retour à la philosophie peut-être s'impose. Bonne C'est fin de parfait. journée tout le monde. Et merci beaucoup. Merci, merci. Bonne journée. À bientôt. À la prochaine. Bye bye. Au revoir. Ciao.